commission, en commission des lois du 17 mars, je parle de mémoire, et la semaine suivante en séance publique. Nous avons donc un peu de temps, mais il ne faut pas trop traîner parce que nous avons beaucoup d'auditions à mener. La commission des lois souhaite mener un nombre important d'auditions. Je voudrais dire aussi que nous attendons le texte de l'Assemblée nationale. Nous n'en connaissons pas encore. Enfin, si nous savons qu'il y avait un peu plus de 50 articles lorsqu'il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, nous savons déjà qu'il y en a déjà plus d'une vingtaine ou moins d'une trentaine qui ont été rajoutés. Donc, c'est dire la densité du sujet, mais nous ne connaissons pas le fond de chacun des articles qui ont été rajoutés. Mais ça se fera évidemment en cours de route. Voilà, j'ai sans doute été trop long. Je vous propose, Monsieur le Président, Monsieur, de vous laisser la parole pour un propos qui retracera votre opinion et votre avis sur ce texte, peut-être vos satisfactions, vos angoisses ou vos inquiétudes. Nous sommes ici pour échanger, travailler, et puis ensuite les rapporteurs, mesdames les rapporteurs, auront sans doute quelques questions, et puis bien naturellement nos autres collègues aussi. En temps d'horloge, nous avons 1 heure, car une audition suit ensuite, après la vôtre. Donc, vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je voulais tout d'abord vous dire combien nous sommes reconnaissants de cette audition qui vient certes assez tôt dans le processus, on vient de l'évoquer à l'instant, mais qui, j'en suis sûr, nous aidera à être constructifs dans la fabrication de cette loi. Vous avez reçu donc le document projet de loi confortant le respect des principes de la République, le protestantisme alerte et conteste. C'est le plaidoyer de la Fédération protestante. Et je pense que vous avez aussi reçu les réponses aux questions écrites que vous nous avez fait parvenir hier. Et donc voilà, vous avez avec la plume de M. Roch les réponses sur lesquelles d'ailleurs nous pourrons revenir tout à l'heure. J'aimerais en propos liminaire et assez bref introduire notre position et puis je laisserai la parole à M. Roch sur les propositions, les 4 propositions qui sont les nôtres et d'autres le cas échéant. Et ce que je voudrais dire au fond tient en 4 mots. Le premier est celui qui d'ailleurs titre notre document « Alerte ». Le deuxième mot est celui d'intelligence ou d'intelligence collective. Le troisième mot est donc le mot de proposition, c'est les fameuses propositions que nous faisons. Et le dernier mot qui plaît, j'allais dire, ici, dans ce lieu comme dans les églises, c'est le mot de promesse. Mais en l'occurrence, il s'agit de la promesse républicaine. Voilà. L'alerte du protestantisme et son plaidoyer ne sont pas une posture. Il y a aujourd'hui un projet de loi qui, pour la première fois depuis 1905, accumule une série de contraintes et d'obligations et oublie, je l'espère, non pas délibérément, mais par inadvertance, l'esprit libéral du rédacteur de la loi de 1905, un esprit dont Aristide Briand aimait à résumer la vérité dans cette phrase, d'ailleurs que le président du Sénat lui-même reprend à l'envi, et j'aimerais citer à nouveau ce mot. La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Et c'est la première partie de cette phrase sur laquelle j'aimerais insister, non pas la seconde, parce que la foi protestante ou la foi juive n'ont jamais prétendu dicter la loi dans ce pays. La loi doit protéger la foi. Et c'est ce devoir de protection et d'assurance de la liberté de culte auquel je voudrais vous rendre attentif à nouveau, mais vous l'êtes déjà, je le sais. Alors que l'objectif visé est de rendre attrayant la loi de 1905, on la surveille, on la bride, on la contrôle, et par conséquent, au bout du compte, c'est la liberté même du culte qui est touchée. Et je dois vous avouer qu'en venant ce matin, je me suis dit que c'est la première fois, comme président de la Fédération protestante de France, que je me trouve dans cette situation de défendre la liberté de culte. Je n'avais jamais imaginé que dans mon propre pays,
une chose pareille puisse arriver. Ici, le citoyen que je suis, mais aussi les citoyens d'autres pays environnants et des chrétiens d'autres pays environnants s'étonnent et s'inquiètent. Pourquoi protestants et juifs sont-ils visés à ce point dans ce projet de loi? Eux qui, précisément, vivent dans le respect renforcé des principes de la République depuis 115 ans. Au nom de quoi? Pourquoi, sur certains points, revenir en arrière? Et M. Roch vous dira en quoi. Pourquoi, sur d'autres, ajouter des mesures? Il sera aussi très précis là-dessus. Pourquoi, sur d'autres, enfin, empêcher la gestion même des biens au mépris de l'égalité de traitement des associations entre elles, entre 1901 et 1905, comme si l'on soupçonnait d'enrichissement les cultes, alors qu'il s'agit, dans cette histoire de gestion de biens, simplement de la capacité à exercer le culte. Après l'alerte, donc, l'intelligence collective, mais là je ne veux pas être trop long parce que nous sommes tous intelligents dans ce pays, et donc il s'agit de se dire que nous devons être attentifs à ce que nos discours ne stigmatisent pas tel ou tel, et en particulier l'islam, en l'occurrence, que vous entendrez tout à l'heure, je pense, par la voix de M. Moussaoui. Je sais que certains dans ce pays critiquent les évangéliques, par exemple, sans vraiment les connaître d'ailleurs, mais c'est uniquement, nous le savons bien, pour qu'on ne les accuse pas d'être seulement anti-musulmans. Et il y a donc une instrumentalisation, au fond, de ce discours anti-chrétien ou anti-évangélique pour se dédouaner de cette accusation d'islamophobie. Or, les évangéliques sont très attentifs et suivent cette audition, d'autant plus que la Fédération protestante, en accord avec eux, les représente tous. Le problème donc, ça n'est ni les évangéliques ni les musulmans, mais bien la capacité de notre pays à se doter d'une loi qui convienne. Or, cette loi de 1905 convient. Et s'il faut la noter, l'amender, c'est pour qu'elle soit encore plus habitable et non pas repoussante. L'intelligence collective, donc au service de l'intérêt général, doit penser à demain, et j'aimerais imaginer que demain, nous ne regretterons pas ce que nous sommes en train de fabriquer maintenant au plan de la préservation de la liberté de culte. Voilà, je voulais dire enfin, pour terminer mon propos, que bien évidemment le protestantisme est tout à fait en phase avec l'idée qu'il faut lutter contre le projet politique du radicalisme islamique. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Il s'agit simplement de ne pas se tromper de cible ni de moyens. Les propositions, donc, vous les entendrez tout à l'heure dans la bouche de M. Roch. Pour ce qui concerne la promesse républicaine, enfin, je voulais juste vous dire que cette promesse reste évidemment inaccomplie, comme souvent les promesses, mais qu'elle est extraordinaire et qu'elle offre à chacun la liberté de culte, précisément la liberté d'expression dans ce pays. Et à ceux qui voudraient confondre laïcité et neutralisation religieuse de la société, je me dois de leur rappeler que voilà, les religions sont des ressources et que dans ce pays, nous avons la chance extraordinaire qu'elles s'entendent, qu'elles se côtoient, qu'elles sont fraternelles entre elles. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez quelques loisirs dans vos nombreux travaux, à vous brancher sur le site de la Fédération à midi, parce que vous aurez là l'occasion de visionner les vœux de la Fédération, au cours desquels s'exprime justement Monseigneur Moulin de Beaufort pour la Conférence des évêques de France, Monsieur Mohamed Moussaoui, président du CFCM, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, Olivier Van Gen, président de l'Union bouddhiste de France, Monseigneur Emmanuel, président de l'Association des évêques orthodoxes de France, dans, au fond, un entremêlement des vœux des religions
aux religions et à la société française dans un esprit de fraternité. Et ces vœux de nouvelle année, après une année 2020 bien compliquée et tellement douloureuse, ces vœux, j'aimerais vous les adresser à vous et vous les faire partager dans la certitude que vous saurez entendre notre plaidoyer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Roch. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. L'objet premier de la loi est vaste, mais nous vous proposons ce matin de nous entretenir principalement du titre 2 qui a trait à l'exercice du culte. Nous pourrons répondre à des questions sur le titre 1, mais c'est peut-être sur le titre 2 que nous avons des idées les plus spécifiques. Titre 2 qui nous concerne directement, et il est important de savoir que sur les 5000 associations cultuelles qui existent actuellement en France, on estime, puisqu'il n'y a pas de décompte officiel, qu'entre 3500 et 4000 sont des associations culturelles protestantes. C'est pour ça que nous sommes directement concernés par la question et nous permettons de le rappeler. Ce qui nous a frappé dans l'examen de ce titre 2, c'est l'accumulation des mesures restrictives, des contraintes supplémentaires. Et cette accumulation, qui va donc peser sur tous les bénévoles, puisque dans le protestantisme, chaque association est animée et conduite par des bénévoles, cette nouvelle contrainte qui vont peser sur tous ces bénévoles, nous n'arrivons pas à comprendre en quoi ça permettra de diminuer le terrorisme ou les excès du séparatisme, deux objectifs dont nous comprenons tout à fait qu'on veuille lutter contre. Mais nous ne voyons pas du tout en quoi ces deux objectifs nous concernent. Donc, nombreuses démarches, et non seulement ces nombreuses démarches vont demander du travail, tant aux bénévoles qu'aux services préfectoraux, auront-ils le personnel pour les étudier? Nous ne posons pas la question en vain. Il ne faut pas oublier que le régime qui est proposé a déjà existé en France de 1988 à 2007 et que ce régime avait montré son inutilité, puisque justement les préfectures soit n'avaient pas le personnel, soit considéraient qu'elles avaient d'autres priorités que d'étudier des dossiers. Et puis ensuite, une question toute simple. Il est demandé, chaque fois qu'on crée une cultuelle, de déposer un dossier pour que le préfet puisse vérifier qu'elle est bien cultuelle. Chacun sait qu'il est simple de faire un dossier qui soit bon. C'est la réalité qui peut permettre de faire apparaître des non-respects des lois, de non-respect des statuts, etc. Donc, que signifie l'établissement d'un dossier initial avant toute action? C'est d'ailleurs cet argument même qui était utilisé par les préfets pour dire « nous avons bien reçu votre dossier, mais il n'y a pas lieu de l'étudier ». Donc, pourquoi recréer cette contrainte alors que l'expérience a montré qu'elle était inutile? Et une fois que l'association existe, le préfet n'est pas dénué, à l'heure actuelle, d'un moyen d'information. D'une part, si l'association reçoit des libéralités, nécessairement un dossier est constitué, et c'est le cas, et dont le préfet a toute information sur la réalité. D'autre part, les comptes doivent être envoyés chaque année, et donc le préfet a toute liberté, s'il apparaît au fait qu'il y a des événements répréhensibles, nous n'en contestons pas la possibilité, il a tous les moyens d'intervenir. Donc, par rapport à la situation actuelle, nous ne comprenons pas pourquoi on serait obligé d'augmenter ces contraintes et surtout ce que ça apporterait à l'État. Et pour le moment, nous n'avons pas eu de réponse à ces observations. Pour vous donner un autre exemple, il est prévu également un contrôle des fonds venant de l'étranger. Si cela est important, c'est à vous de le décider, mais si cela est important, pourquoi ne l'appliquer qu'aux sommes reçues par les associations culturelles? Alors que tous les articles de presse, et même les rapports de Bercy, montrent que les sommes venant d'étrangers arrivent de montants beaucoup plus importants dans le domaine sportif et dans le domaine culturel. Donc, si c'est un problème pour la République, il faut le traiter dans tous ces aspects et non pas dans uniquement ce petit aspect, parce que, soyons clairs, c'est un petit aspect pour nous. Outre cette question de principe, il y a quand même une question pratique. Vous savez bien que lorsqu'on a un commissaire aux comptes, on doit le garder pendant 6 ans. Si on vient dire, prenons l'exemple d'une association culturelle qui aurait un budget de 50 000 € par an. À 50 000 € par an, on n'a pas besoin de commissaire aux comptes. Qui aurait besoin de refaire son toit et qui recevrait à cet effet 15 000 € d'une église américaine, je prends un exemple exprès américaine pour être hors de l'Union européenne, eh bien, elle serait obligée pendant 6 ans de payer un commissaire aux comptes, ce qui lui coûterait plus cher que les 15 000 € reçus. Et je ne vois toujours pas. Pourquoi? Parce qu'une église américaine aura soutenu une paroisse rurale pour refaire son toit, ça pose un problème à la République française. Donc, je crois qu'il y a toute une série d'exemples concrets qui méritent d'être connus pour qu'on se demande quel est l'objectif. Au-delà de toutes ces questions pratiques, et on pourrait donner d'autres exemples,
il faut quand même se poser aussi une question de fond. Pourquoi existe-t-il le régime spécifique des associations cultuelles? Cette question, elle a été posée en 1905. Il y a eu un grand débat, savoir s'il fallait en créer un ou non. Si un régime spécifique a été créé, c'était parce que l'État, ou plutôt non pas l'État justement, mais les établissements publics du culte appelés à être dissous, allaient donner leurs biens aux cultuels. Ce n'est pas l'État qui a fait le transfert, ce sont les établissements. Et c'est à cause de cette exception, voulue par le Parlement, qu'ont été créés un régime particulier. Mais cet argument n'est valable que pour les associations qui ont reçu des biens, c'est-à-dire les associations qui existaient en 1906 et qui ont reçu des biens. Ces associations, on en connaît le nombre, il y en a à peu près, c'est-à-dire des biens qui appartiennent en particulier soit aux établissements publics, soit qui appartiennent encore aux communes et qui sont affectés au culte. C'est une situation datée, finie. Donc, qu'est-ce qui justifie que pour toutes les associations créées après 1906, qui n'ont jamais reçu et qui ne bénéficient pas de biens appartenant aux collectivités territoriales, il y ait de telles règles? Ce n'est pas une question nouvelle. Le chef de cabinet d'Aristide Briand l'avait déjà posé à l'époque. Il avait dit « ce que nous faisons est justifié maintenant, ne le sera plus demain ». La question a été posée, elle n'a pas eu de réponse, mais nous nous permettons de la reposer en 2021. Qu'est-ce qui justifie ces règles pour des associations qui n'ont pas de biens appartenant à la collectivité publique? Alors on nous donne parfois un second argument, les avantages des associations cultuelles. Et c'est vrai que la loi de 1905, quand elle a été votée, comportait une liste de recettes beaucoup plus étendue que la loi de 1901. C'est indiscutable. Mais heureusement, depuis 1905, tout ce qui pouvait constituer un avantage pour une cultuelle a été étendu à toutes les associations d'intérêt général. Ce qui fait que ces avantages n'existent plus, à part un seul, celui de pouvoir disposer de biens appartenant aux collectivités territoriales. Ça, c'est un avantage qui existe encore, mais qui existe de manière très diversifiée, puisqu'il est de 90% pour l'Église catholique, de 12% pour les églises protestantes, de 3% pour les juifs et de 0% pour tous les autres cultes. Ce qui fait que nous reposons la question, qu'est-ce qui justifie que pour toutes ces institutions qui ne bénéficient d'aucun avantage, il y ait des règles supplémentaires? Alors le troisième argument qu'on trouve dans l'étude d'impact du projet de loi, c'est que les associations cultuelles, comme c'est écrit, seraient des lieux d'où proviennent toute une série de mesures qui portent atteinte à la République. Soyons concrets et prenons les chiffres que nous propose l'étude d'impact. L'étude d'impact dit, actuellement, il est possible, ce n'est pas obligatoire, c'est possible de demander un rescrit qu'on appelle administratif. 608 ont été déposés l'an dernier. Sur ces 608, combien ont été refusés d'après le projet d'étude d'impact par les préfets? 1 sur 608 a été refusé pour un motif d'ordre public, moins de 2 pour 1000. Est-ce que le fait qu'il y ait eu moins de 2 pour 1000 contrevenants justifie également toutes ces mesures? Et ces questions que nous posons, avec une certaine insistance que vous voudrez bien excuser, nous n'avons toujours pas eu de réponse depuis 3 mois que nous les posons. Voilà, donc c'est vraiment ces questions de fond qui nous paraissent importantes. Et ce que nous attendons, ce que nous espérons, c'est que ces questions étant prises en compte, toutes les contraintes que l'on multiplie dans le projet à l'encontre des associations soient ou appliquées à toutes celles qui sont concernées, il n'y a pas que les nôtres, ou au contraire atténuées. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bien, je vais donner la parole à nos rapporteurs. Je ne sais pas qui d'entre elles, ou si elles ont des questions ou pas. Mettez-vous d'accord, mesdames. Madame Eustache-Brinio. Il n'y a pas de difficulté. Merci à vous, messieurs. Bon, on a bien compris, j'ai bien compris, en tout cas, je parle pour moi, globalement, c'est l'hostilité que vous avez par rapport à ce texte, pour différentes raisons que vous avez expliquées, voilà, qui vous appartiennent. Si ce texte est là, c'est que je pense sincèrement qu'il répond à une difficulté que notre pays a. Je pense que être dans le déni de la difficulté que nous avons aujourd'hui à régler et pour lesquelles les solutions ne sont pas simples serait dommage, parce que je pense que nous n'avancerons pas pour faire en sorte que ce pays ne se fracture pas. En tout cas, moi, je fais partie de ces élus qui pensent que nous devons tout faire pour éviter les fractures dans notre pays. Et en tout cas,
faire en sorte que les gens ne vivent pas les uns en face des autres, mais les uns avec les autres. C'est, à mon avis, l'un des objectifs de ce texte qui pourrait être intéressant de poser. Donc vous avez rappelé à juste titre que la loi protège la foi, mais la loi s'impose aussi à la foi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas oublier, et que la liberté de culte ne me semble pas remise en cause dans un texte quel qu'il soit, même si il doit être travaillé, retravaillé, discuté. Vous avez eu des propos qui précisaient que ce texte stigmatisait une partie de la population. Moi, j'aurais envie de dire qu'elle met au jour, ce texte met au jour une réalité d'une petite partie de la population qu'il convient en tout cas de regarder avec courage et avec détermination, parce que oui, c'est vrai que nous avons un problème avec l'islamisme. Voilà, c'est une réalité que beaucoup de gens reconnaissent, et avec tristesse, et tristement, qui ne concerne évidemment pas tous les musulmans. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, et tout le monde voilà, et qu'il faut bien trouver des outils et des moyens pour faire en sorte que toutes ces difficultés que nous avons à gérer puissent avoir une espèce de cohérence. Alors, vous avez parlé d'un certain nombre de choses qui vous gênent, vous, monsieur, en particulier, sur le contrôle des associations, le contrôle des fonds. C'est un vrai sujet. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas concerné de la même manière. Évidemment, mais il y a obligatoirement un objectif d'égalité dans ce que nous devons mettre en place. On ne peut pas dire c'est bien pour les uns, c'est mauvais pour les autres. Ça, je pense qu'ensemble, on peut en convenir. Ça me paraît important. Donc, vous avez effectivement parlé de contraintes, parlé de ce qui vous gêne au niveau du commissaire en compte, mais il faut bien que l'État trouve des outils et des moyens qui s'inscrivent dans le respect de chacun, mais dans les obligations de chacun aussi. Ça me paraît important. Donc, clairement, aujourd'hui, pour faire face à ces soucis que nous avons d'organisation un petit peu parfois compliquée d'un culte, quelles sont vos propositions? Parce que l'État attend des choses, nous attendons des choses, pour pouvoir passer à autre chose, pour que les choses soient claires, en dehors de choses qui vous gênent, quelles seraient vos propositions qui pourraient objectivement aider et l'État, mais pas que l'État, parce que ce n'est pas l'État, c'est la France dont on parle, et c'est l'unité de la France dont on parle aujourd'hui. Voilà, clairement, qu'est-ce qui vous satisferait? Parce qu'il y a un problème, ce qui est proposé ne vous convient pas, et donc du coup, qu'est-ce que vous pourriez proposer et qui vous conviendrait pour pouvoir atteindre les objectifs communs que nous avons? Merci, Madame la rapporteure. Madame Vérien. Merci. Je ne reviendrai donc pas sur tout le développement de ma collègue. Je vais vous poser des questions plus pratiques, puisqu'on rentre dans le texte tout juste, comme l'a précisé notre président. Vous parlez de contraintes sur les bénévoles. S'agit-il par exemple de vérifier qu'ils sont au FIGET, ou quelle autre contrainte y aurait-il? Et d'ailleurs, si c'est le cas, je pense qu'on pourra vous annoncer dans les années qui viennent d'autres contraintes, notamment, je pense, sur les violences sexuelles, le fait que les bénévoles soient également contrôlés. Donc, je pense que ce n'est pas fini. Vous parlez des commissaires aux comptes. Ça, j'ai bien saisi le 15 000 € et le fait que le commissaire aux comptes est là pour 6 ans. Par contre, dans vos réponses, vous parlez de la difficulté, et vous l'avez abordé, de la gestion des immeubles de rapport. Qu'est-ce qui change dans la loi qui fait que vous ne le pouvez plus, ou qu'au contraire, vous pourriez peut-être mieux le faire? Bien, je propose de vous donner la parole tout de suite, et puis ensuite je prendrai d'autres questions. Celui qui le souhaite, naturellement, Monsieur le Président. Voilà, non, je vais juste faire non pas une réponse, mais enfin juste une prolongation de réflexion à la suite des propos donc de Madame Eustache-Brinot. Si dans la société française, une communauté n'est pas dans le déni, c'est bien la communauté protestante. Je veux dire, on ne va pas se soupçonner les uns les autres de déni. C'est un mot d'ailleurs qui a des connotations là qui n'ont rien à voir avec le débat d'aujourd'hui. Nous sommes bien d'accord pour travailler pour l'unité, pour la concorde de ce pays, et le protestantisme en a fait la preuve depuis qu'il est là. Ce que je veux dire, c'est que les propositions, puisque vous avez fait appel à ce terme, les propositions que nous faisons et que nous souhaitons
sont des propositions qui doivent pouvoir permettre à l'islam précisément de trouver sa place dans ce pays, une place qu'il n'a pas encore trouvée. Et le motif de ce projet de loi est un indice de cette recherche. C'est pour ça que ce n'est pas le projet en tant que tel que nous remettons en cause, mais bien un certain nombre de ces mesures. Ne nous trompons pas de sujet. Et si aujourd'hui nous constatons que la majorité des associations musulmanes sont en 1901 ou 1907, c'est bien parce que ça ne va pas. Et c'est bien parce qu'elles n'ont pas trouvé, dans le cadre 1905, de quoi exercer pleinement le culte. Et dans le dialogue que nous avons, parce que nous dialoguons, hein, nous sommes dans la concorde et la fraternité, dans le dialogue que nous avons avec nos amis du culte musulman, d'ailleurs de quelques fédérations qu'ils soient, nous constatons une réelle hésitation devant ce projet, parce que rien ne les encourage à venir en 1905, rien. Et comme nous sommes les gardiens du temple, si je peux me permettre cette expression concernant cette loi, nous sommes fort déçus, enfin nous sommes en attente, on aimerait bien que justement les choses changent et que ce qui avait été annoncé, à savoir que cette loi deviendrait attrayante pour justement, après une contrainte plus forte à l'égard de la 1901 ou la 1907, cette loi devenue accueillante devienne vraiment le lieu d'expression du culte musulman. Ce projet ne fonctionne pas là, aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces propositions pour justement dire c'est possible, allons-y ensemble. C'est cela que je veux dire. C'est dans cet esprit-là que nous nous exprimons. Ça n'est pas du tout dans un esprit d'obstruction. Hein. C'est dans un esprit, au contraire, de construction pour permettre que, à la fois les diocésaines, on va dire, et les cultuels soient les lieux habituels de l'expression de la religion dans ce pays. D'ailleurs, la République, à l'époque, je dis à l'époque, je n'y étais pas, mais a été suffisamment souple, alors même que, alors ça je le sais depuis très peu de temps, grâce à M. Roch, alors même que la conférence des évêques de l'époque avait accepté le projet de loi 1905, Rome ayant refusé, la République a été suffisamment souple et sage pour permettre la fabrication d'un statut sur mesure. Et ça a été l'association diocésaine. Donc, je veux dire, voilà, il s'agit d'avancer ensemble et dans la concorde et non pas dans la confrontation, et donc de se donner les moyens juridiques pour que chacun puisse vraiment vivre cette liberté de culte. Et je termine en disant que la liberté de culte n'est donc pas une pétition de principe. C'est quelque chose qui se traduit par des textes qui permettent l'expression de la liberté de culte. D'où les questions matérielles, concrètes, très précises que nous posons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Roch. Oui, nous ne sommes pas du tout, pour continuer, hostiles à des contraintes. Nous les connaissons, nous les appliquons, et je veux dire, nous n'avons pas de difficulté pour appliquer les contraintes. Tout ce que nous demandons, c'est que les contraintes soient justifiées et proportionnées. Et il y a quand même 1 500 000 associations en France. Nous avons peine à comprendre pourquoi un contrôle accru sur 5 000 résoudrait tous les problèmes de la République. C'est pour ça que s'il y a des mesures à prendre, nous avons bien dit si. Nous ne disons pas il n'y a pas. Mais s'il y a des mesures à prendre, pourquoi ne viser que 5 000 sur 1 500 000 ? Ça, c'est quand même notre première question. Et proportionner également, parce que les associations cultuelles, en tout cas pour les protestantes, et j'aurais tendance à penser que ça doit être pareil pour les juifs, sont également entièrement animées par des bénévoles. Donc il ne s'agit pas de crainte au regard des personnes des bénévoles, qui relèvent toutes de la loi, et nous sommes tous attentifs à toutes les dispositions en matière civile, pénale, etc. Aucune contestation en la matière. Mais en matière de travail à faire pour faire des dossiers qui, en plus, nous l'avons expérimenté, puisque, je le redis, le dispositif qui est proposé, il a existé pendant 20 ans, ne servait à rien. Qu'on prenne des mesures utiles, nous n'avons jamais contesté qu'il en soit ainsi, mais des mesures utiles, et pas des mesures qui vont directement aux archives départementales, car c'est ce qui s'est passé quand le régime existait. Donc ça, j'insiste là-dessus, ce n'est pas la contrainte qui nous fait réagir, c'est la contrainte inutile et qui n'est pas proportionnée. La question des immeubles de rapport est une excellente question en ce qui concerne les difficultés de votre métier de législateur. De 1901 à 2014, la question était simple, aucune association ne pouvait avoir de bien de rapport, sauf
quelques exceptions prévues par la loi. Bon, mais la règle générale, ce n'était pas d'immeuble de rapport. En 2014, la loi de 1901 a été modifiée, mais elle s'applique aussi aux cultuels, et elle a permis les immeubles de rapport, sauf aux associations qui existent le culte. Il y a une phrase qui est subtile, puisqu'il faut savoir qu'elle permet au petit b du 1 de l'article 200 et que les cultuels sont au petit e du 1 de l'article 200. Donc ce n'est pas évident quand on lit la loi, mais quand on connaît la loi, les seuls exclus sont les cultuels. Cette loi a été votée, promulguée et appliquée par des préfets qui, du coup, constatant un certain nombre de situations, se sont mis à contester la qualité de cultuel. Et les situations qu'ils ont contestées, donnons un exemple concret, une paroisse qui a eu un temps 2 pasteurs, qui n'en a plus qu'un temporairement, qui donc, vu les demandes de logement, loue le second presbytère, le préfet lui dit, et le préfet il applique la loi telle qu'elle est écrite, vous n'avez pas le droit de louer le second presbytère. Et c'est parce que nous avons eu plusieurs de ces problèmes depuis 2015, en lien direct avec la loi de 2014, que nous disons qu'il y a une question à régler. À ce constat est venue s'ajouter la demande d'avoir des revenus qui permettent de se passer des fonds qui arrivent de l'étranger. Ça, c'est venu après. Je veux dire, indépendamment de ce second motif, que nous ne nions pas, il y avait le premier motif. Voilà pourquoi nous demandons que, tout simplement, la loi générale qui permet à toute association qui existe depuis 3 ans d'avoir des immeubles de rapport puisse être appliquée aussi aux associations culturelles. Nous n'allons pas plus loin. Mais là aussi, nous ne comprenons pas pourquoi c'est permis à tout le monde, sauf à nous. Merci. Alors, je vais donner la parole pour des questions à Mme Brigitte L'Herbier, Mme Esther Benbassa et Mme Marie Mercier. Oui, Monsieur le Président. Merci. C'est plutôt une remarque qu'une question. Monsieur le pasteur Claveroli, j'ai ressenti dans vos propos une sorte de rancœur, je sais pas, j'ai eu un sentiment de doute, et surtout je tenais à prendre la parole pour dire que ce n'est pas du tout le but de ce texte. Vous savez, à Lille, tous les ans, depuis 30 ans, on se réunit avec les élus et tous les membres de chaque culte, que ce soit le rabbin, que ce soit le pasteur, le recteur de la mosquée, tout le monde se réunit régulièrement sur des thèmes d'actualité, avec un regard aussi, un regard sur les sources de réflexion des uns et des autres, les sources religieuses. Et on s'aperçoit qu'il y a forcément des divergences, des façons de penser différentes. C'est très, très instructif, ce genre de réunion, parce qu'on s'aperçoit qu'on a une culture qui peut être sensiblement divergente, pourquoi pas. Et je pense que ces avocats, depuis 30 ans, ont réussi à montrer qu'il y avait des choses à régler. Hein. Les élus montrent leurs difficultés dans les quartiers ou autres. Et je peux vous assurer qu'on sent sur le terrain un besoin de trouver une solution. Et je pense, et ma collègue Jacqueline Eustache-Brignot le soulignait, il y avait un besoin, il faut qu'on y réponde. Et surtout, n'ayez aucune sensation d'être visé particulièrement. Merci Mme L'Herbier. Mme Benbassa. Merci, Monsieur le Président, et merci pour les informations que vous nous apportez. Et de même, je constate que vous mettez l'accent sur les relations intercommunautaires, ce qui est quand même très important, et les médias n'en parlent pas assez souvent. Parce que ces interrelations font avancer les religions, et on sait qu'on n'a jamais changé une religion par le haut, mais qu'on a toujours changé les religions par le bas, dans le dialogue avec la population et les personnes intéressées. Excusez-moi de faire une comparaison, elle est peut-être audacieuse, mais toutefois, je me demande si on n'assiste pas actuellement à une sorte de concordat, mini-concordat, comme celui de Napoléon, n'est-ce pas, sous Napoléon, et là, avec des retombées assez importantes, puisqu'on sait que la religion
et qui est visée, peut-être parce que cette religion a besoin aussi d'être réformée, d'avancer, de se mettre au rythme des autres religions dans un Occident qui se présente aux musulmans un peu tard, disons massivement. Ils n'ont été en France qu'à partir des années 1970, même si leur présence est attestée bien avant. Cette religion a besoin d'être réformée, mais on a l'impression que cette réforme concerne d'abord l'islam et les autres religions ont été, introduites dans cette sorte de désir de réforme à tout prix, coûte que coûte, et que probablement le judaïsme et le protestantisme et le catholicisme se débrouillent très bien sans cette réforme depuis longtemps, et vu leur expérience qui n'est pas nouvelle. Et aussi, disons que ces religions sont passées par le concordat. Bon, l'islam, venant trop tard, n'a pas eu droit au concordat. Enfin, c'est pas que je fasse l'éloge du concordat. Mais alors, on se pose cette question, pourquoi les autres religions sont touchées? On veut réformer l'islam et on essaye de toucher aussi aux institutions ou disons, au développement de ces religions sans problème jusque-là. Et on se demande en quoi, lorsque vous allez changer votre système associatif, etc., en quoi on va combattre le terrorisme. Ça, c'est ma question première. Moi, je suis une enseignante. L'objectif est d'abord de former les imams. Et c'est là que commencent les choses. Et on n'a jamais attaqué ce sujet parce qu'il est trop délicat. On peut les former en terres concordataires. Moi-même, j'ai été professeure à l'école pratique de hautes études où on a les grands spécialistes des religions et aussi de l'islam. On aurait pu prendre les formations qui existent déjà à la mosquée de Paris et ailleurs et compléter cela par des cursus spécifiques. L'université publique ne fait pas de la théologie. Il faut que nos dirigeants comprennent qu'il y a la théologie et le savoir républicain, les savoirs classiques des sciences humaines, etc. Alors voilà, là on est un peu dans une impasse, à mon modeste avis, et je crains que tout cela n'aboutisse pas si on ne commence pas tout simplement par la formation des imams. Voilà. Merci, excusez-moi d'avoir été longue. Merci. Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le pasteur, donc il ne reste que 3 choses, la foi, l'espérance et la charité, mais nous avons quand même l'espérance. Alors, on a bien entendu vos propos avec toutes les réticences qui sont dans ce texte de loi. Donc, est-ce que vous pensez quand même pas qu'il y a quelques bonnes choses dans ce texte? Et je pense à l'engagement républicain qui est exigé pour toutes les associations qui vont solliciter une subvention publique. Donc, est-ce que dans ce texte de loi, on peut sauver quelque chose ou alors est-ce que c'est vraiment inutile, voire dangereux? Bien, je vous propose peut-être de répondre à cette question et ensuite j'ai 2 autres demandes d'intervention. Oui, très rapidement, mais je vous remercie beaucoup pour ces questions. D'abord, j'aimerais m'adresser à madame qui a fait référence à Lille, au nord, à Tourcoing. J'ai été 12 ans pasteur à Lille, que je connais bien, et j'ai œuvré dès les années fin 80, 90 à justement ce tissage des relations entre les communautés. Je suis très heureux que tout ça fleurisse, continue, s'enrichisse. Et vraiment, on est dans cette dynamique. Voilà, donc la promesse républicaine vaut aussi pour les cultes, et c'est très bien ainsi. Madame Benbassa, je partage ce que vous venez de dire, vraiment. Et je suis très heureux d'entendre ce propos ici, avec la pointe fine concernant la formation des imams, parce qu'effectivement, il y a un enjeu. Vous savez que la formation des cadres religieux est un enjeu, alors pour les protestants depuis la Réforme naît à l'université, elle naît à l'université, donc ce sont des profs d'université qui deviennent les premiers leaders de ce mouvement, et puis ce sont des pasteurs formés à l'université qui exercent dans les communautés. Donc
cette attention à la formation des cadres est pour nous aussi très, très importante, et je vous remercie de l'avoir souligné. J'espère qu'effectivement nous trouverons des solutions pour les musulmans, pour les imams et les cadres, parce qu'il n'y a pas que les imams, il y a aussi les responsables de communautés qui doivent être formés. Et là, je pense que l'école pratique des hautes études, l'université, ont leur mot à dire, leur part à prendre dans cette formation. Mais voilà, quel système. Je me souviens quand j'étais à Strasbourg que étudiant, alors vous voyez, ça remonte à Mathusalem, le président de l'université de l'époque, Étienne Trocmé, avait proposé que, voilà, on crée à côté de la faculté de théologie protestante et de la faculté de théologie catholique une faculté de théologie musulmane. On était en 1977, hein, c'était quand même hier, si vous voulez. Ça n'a jamais abouti, mais voilà, il y a des modèles peut-être à inventer, peut-être pas celui-là. Pour ce qui concerne le contrat d'engagement républicain, pour qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait deux contractants. La loi va imposer. Je veux dire, les associations ne sont pas contractantes, là. Donc ce mot de contrat, à mes yeux, est un petit peu surévalué. Hein. La loi propose un engagement républicain. OK, un engagement. Mais cet engagement, toutes les associations le portent. Toutes les associations qui sont sous le régime 1901 portent cet engagement. Les associations du protestantisme, en tout cas, mais celles du catholicisme aussi, qui sont engagées sur les questions de l'extrême pauvreté, du handicap, de l'exclusion, de l'accueil de l'étranger, etc., du soin. Toutes ces associations sont déjà dans cet engagement républicain et des respects de la sécurité, des respects de la loi. Donc, OK, hein, on est bien dans le renforcement des principes républicains. Mais j'allais dire, on n'est que là. On n'est que là. Ça ne va pas changer la donne fondamentalement. Donc c'est bon, il faut le garder si vous voulez, je veux bien. Mais ça ne change pas la donne fondamentalement. C'est ça que je veux dire. Et peut-être même que ça met une pression... j'allais dire un peu inutile, comme s'il y avait un soupçon, là encore, sur ces associations qui seraient dans l'incapacité de vivre la République. Mais quoi? Pour qui prend-on ces associations? Voilà. Vous voyez, je ne suis pas dans la rancœur du tout, je suis dans l'interrogation républicaine. Quand le président de la République parle d'une société de confiance et de vigilance, j'entends que la confiance soit vraiment reçue et partagée par tous. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sueur. Une remarque et une question. Remarque, Monsieur le Président et Monsieur le conseiller juridique, je trouve important la façon dont vous avez posé la question d'emblée. Quel est le problème? Et en quoi le changement juridique du statut d'une partie des associations ou des associations peut régler le problème? Et peut-on distinguer entre les associations? Il y a là des questions utiles quand nous rencontrerons, par exemple, les membres du gouvernement. Mais je pense que vous les avez posées directement. Une question maintenant, après ce constat. J'ai lu le dernier livre de M. Candiard sur le fanatisme. Il dit, finalement, pour lutter contre le fanatisme, il faut mieux connaître la réalité des religions. Et la question est simple. On a parlé, Mme Benbassa parlait de la formation des imams, mais plus généralement, comment voyez-vous dans l'enseignement public laïque, c'est important, laïque, le fait de favoriser la connaissance du fait religieux pour éviter toutes les dérives, toutes les incompréhensions, tous les fanatismes, toutes les récupérations, dans le respect de la laïcité? Merci, Monsieur Sueur. Monsieur Lecomte, et ensuite Madame Gattel. Oui, merci, Monsieur le Président, et merci à nos deux. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, dans beaucoup de pays du monde, l'appartenance, on parle d'appartenance à une communauté religieuse, et ça fait partie de l'identité. Je pense que la loi de 1905 a profondément transformé notre pays de ce point de vue-là. Je pense que nous étions dans une situation où l'appartenance à une communauté religieuse faisait partie de l'identité.
C'est probablement beaucoup moins le cas aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous vous concevez. Est-ce que vous concevez comme représentant d'une communauté ou représentant finalement de personnes qui partagent la même démarche spirituelle? Et pensez-vous comment accompagner finalement ceux qui, dans notre pays, se considèrent comme une communauté pour être finalement pas une communauté en tant que telle, mais finalement une communauté de conviction, et pas une communauté d'identité? Merci, Monsieur le comte. Madame Françoise Gatel. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention. Je voudrais à la fois donner un peu un sentiment et vous interroger sur ce texte qui perturbe totalement ceux et celles qui sont dans le respect des principes républicains et qui jouissent d'une liberté que la loi leur donne. Toutefois, aujourd'hui, on voit bien que notre société elle est bousculée par certains qui usent de cette liberté pour un usage qui n'est pas un usage religieux, mais qui est un usage de prosélytisme à l'encontre de la société. Et que cette société, elle est amenée à un moment à revisiter un peu ses fondamentaux pour se protéger parce que les choses ont bougé. Alors, j'entends vos réserves, j'entends vos observations que je ne conteste pas du tout. Quand vous dites, monsieur, mais nous faisons tout cela quand on répond à la question de Marie Mercier sur l'engagement républicain. Et à quoi bon nous demander tout cela alors même que l'État ne pourra pas contrôler? Je voudrais prendre une comparaison avec ce qui s'est passé sur l'enseignement privé hors contrat, où certaines religions qui ont des établissements scolaires d'obédience religieuse disaient mais tout cela nous le faisons, en rien nous n'enfreignons la loi. Et donc ma question est simple, monsieur. Quand une société est confrontée à de très grands dangers qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut pas non plus surestimer, quand elle demande à chacun d'affirmer le respect des principes républicains, quelle est, au-delà de la gêne, mais quelle est la difficulté pour ceux qui, comme vous, la respectent déjà, d'accepter ce que j'appellerais de la transparence ou d'afficher des choses, alors même que je pense que tout cela peut protéger les religions dans une société extrêmement, on va dire, éruptive. Je vous remercie. Merci, Mme Gatel. Monsieur le Président, Monsieur Roch. Oui, je tiens à remercier M. Sueur pour sa question, qui se trouve m'intéresse profondément, puisque j'ai été pendant 25 ans proviseur d'un lycée public, avant d'être responsable des programmes, de l'établissement des programmes au ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est une question effectivement fondamentale qui est soulevée depuis plus de 30 années. On est obligé de constater la méconnaissance croissante de nos élèves à tous les niveaux sur les constituants de notre société, y compris les constituants religieux, mais pas que les constituants religieux d'ailleurs, l'ensemble des constituants de notre société. Et cette méconnaissance croissante des élèves renvoie, il faut le reconnaître, et l'inspection générale l'a toujours reconnu, à celle des enseignants. C'est clair, c'est clair. Et il y a eu un rapport qui avait été fait qui expliquait la nécessité de développer l'enseignement du fait religieux. Le choix qui a été retenu, c'était de ne pas créer une matière nouvelle, ce qui peut tout à fait se comprendre, mais on est bien obligé de constater que ce choix-là a conduit à ce qu'il y a un certain nombre d'établissements où il y a des activités effectives qui permettent de mieux connaître les faits religieux. Il ne faut pas dire que ça n'existe nulle part, ça existe parfois, mais c'est très lacunaire. C'est quelques établissements en France, et c'est effectivement un problème majeur qui est certainement à l'origine des difficultés et de nos concitoyens et de tout le contrôle de ces concitoyens. Je crois que c'est une question fondamentale, mais hélas, les religions participent à la formation d'un certain nombre de Français ou d'habitants de la France, mais un nombre réduit. Là aussi, vous le savez également. Donc le seul moyen d'arriver à une formation de l'ensemble de la population, c'est de passer par le réseau d'éducation nationale. Monsieur le Président. Oui, la question a été reprise concernant l'engagement républicain, donc je réponds à votre relance hein, qui m'interpelle là aussi. Je vous rappelle quand même que dans le premier texte du projet de loi, on parlait de sauvegarde
de l'ordre public. Enfin, je dis heureusement que nous sommes intervenus, parce que ce n'est quand même pas aux associations 1901 de préserver l'ordre public. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête quand même là. Qu'elle soit dans l'ordre public, oui, mais qu'elle s'engage à la sauvegarde de l'ordre public, vous vous rendez compte le progrès qu'on a fait. Enfin, heureusement que nous sommes intervenus. Enfin, le nous est collectif. Hein. Le nous n'est pas, j'allais dire, personnel, comme son nom l'indique. Et donc, nous avons évolué là-dessus. Nous avons donc heureusement fait bouger un tout petit peu le texte, de sorte qu'on parle de sécurité. Je crois que c'est le terme de sécurité publique qui a été retenu. Et c'est très bien. Enfin, je veux dire, clairement, les associations s'inscrivent dans le cadre du respect de la sécurité publique. Mais j'aimerais dire pourquoi nous sommes un peu émus de cela. Parce que vous voyez comment le législateur va très vite là où il ne faut pas qu'il aille. Imaginez que des associations qui demandent des subventions se voient reprocher de ne pas avoir été à l'œuvre dans la sauvegarde de l'ordre public quand elles s'occupent, j'allais dire, aux frontières. Aux frontières, c'est le cas de le dire, aux frontières de la loi et aux frontières de l'accueil des réfugiés qui sont sans papier, qui sont pourchassés, qui n'ont donc aucune légitimité juridique. On pourrait leur reprocher justement de se mettre en défaut et donc refuser leur financement. Vous voyez, c'était à ça que nous pensions. C'est le Secours catholique, c'est la CIMAD, enfin c'est l'entraide protestante, c'est l'armée du salut même. C'est l'armée du salut, vous imaginez, qui pourrait très bien se trouver confrontée à ce type de... Voilà. Donc les choses ont bougé et dans le bon sens, moi je m'en réjouis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour ce qui concerne la remarque sur les communautés de conviction et d'identité, j'entends bien la distinction et elle n'est pas seulement sémantique. Moi je ne suis pas représentant de communauté au sens du communautarisme. Mais je ne voudrais pas non plus que ce mot de communauté soit banni par la représentation nationale. Il ne faut pas quand même non plus là exagérer dans le sens d'une espèce d'arrasement de tout ce qui pourrait être le regroupement de citoyens. Enfin, je veux dire, la communauté religieuse, ça existe. Je ne veux pas dire que les communautés religieuses œuvrent au séparatisme dans ce pays. Hein. Je ne veux pas mettre en cause ça. Mais quand même, il faut honorer le mot de communauté. La communauté nationale est d'une certaine manière l'entremêlement de différentes communautés. De conviction, mais aussi d'identité, et d'identité au pluriel. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire en réponse à votre propos. Nous sommes très... Alors là, les protestants sont très vigilants là-dessus, ne sont pas du tout en position de repli communautariste. Hein, ce sont des églises, des paroisses, et composées de citoyens chrétiens, laïcs. Merci, Monsieur le Président. Madame Cukierman. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d'abord, vous remercier effectivement, messieurs, pour vos propos introductifs. Je voulais réagir par le débat et un certain nombre de remarques de mes collègues sur la problématique scolaire, parce que je crois que nous devons quand même toutes et tous faire attention. Chacun a ses repères dans la société, dans sa propre vie qui lui permettent de le structurer. Et donc, je reste convaincue que l'école est à l'image de la société et que ce n'est pas qu'un problème d'enseignement. J'entends ce que vous venez de dire, mais oui, pour avoir été enseignante précédemment, je ne suis pas sûre que ce soit en imposant une nouvelle matière sur le fait religieux que nous réglerons le souci. Nous avons aujourd'hui une absence totale de culture scientifique dans notre pays. Il n'y aurait pas une nouvelle matière, culture scientifique, à créer, alors que nous réinterrogeons un certain nombre de programmes. Mais force est de constater que, je vais prendre les programmes d'histoire, qui sont ceux que je connais le mieux, malgré les évolutions et les débats qui ont pu, y compris, agiter, nous avons toujours enseigné la naissance des religions du livre, du monothéisme, leur spécificité à chacun, puis les oppositions entre celles-ci jusqu'aux guerres de religion, à la Saint-Barthélemy, etc., etc. Et je ne suis pas sûre que les enseignants y soient mieux préparés aujourd'hui qu'hier. La vraie difficulté à laquelle sont confrontés les enseignants aujourd'hui, c'est effectivement d'abord un rapport à l'école qui est vrai pour toutes les matières où dans l'école comme dans le reste, tout le monde sait mieux que tout le monde, un rapport des enfants à l'autorité. Mais quand je parle de l'autorité éducative et intellectuelle qu'incarne un enseignant, voilà. Aujourd'hui, de toute façon,
pouvez dire, argumenter de fait un certain nombre de choses. Celui qui a essayé qu'il avait raison sans lui aucune argumentation est convaincu qu'il a raison. Donc, moi, je nuance simplement ce qui vient d'être dit, parce que je ne suis pas sûre, pour avoir été moi-même comment ça s'appelait, maître de stage d'un certain nombre de jeunes collègues tout juste bénéficiaires du concours, que l'on soit aujourd'hui mieux formé ou mieux appareillé à l'enseignement en tant que tel. Par contre, il est vrai que nous avons les maux de la société qui rentrent dans l'école. Et autant je suis profondément attachée à la place de l'école mais vous voyez, d'une école peut-être aussi parfois un peu à l'ancienne, une école qui transmet du savoir, parce que ce savoir sera justement le fondement de la communauté républicaine. Et d'une école où, à un moment donné, on ne débatte pas de tout et ne remette pas tout en question, et que oui, en matière notamment d'histoire, il y a des choses qui sont factuelles et qui doivent être intégrées par tous pour générer du commun. Quant au reste, l'école, comme tout le reste, elle est pénétrée du meilleur et du pire de la société, et donc de pratiques aussi religieuses qui ont évolué, de rapport à la religion qui a évolué. Mais je ne suis vraiment pas certaine que ce soit en rajoutant, en tout cas, qu'on y trouve les solutions. Certainement, nous aurons, et peut-être à travailler avec d'ailleurs l'ensemble des représentants des cultes, à comment peut-être mieux armer, je le disais, les enseignants, mais pas forcément à rajouter quelque chose qui, quand même, pour un gamin de 13 ans, ne veut rien dire. C'est quoi le fait religieux? Le fait religieux, il ne s'inscrit forcément que dans un vécu passé et dans la construction du présent pour réussir ensemble demain. Voilà, donc je veux dire, ces matières-là, elles existent déjà. Il faut par contre retravailler peut-être un peu plus le rôle des adultes dans tout ça. Merci Mme Cukierman. Et je crois, pour terminer, Mme Eustache-Brinio. C'est juste une toute petite question, juste pour savoir. Je vais savoir si toutes les églises de votre fédération sont en phase avec vous. Est-ce qu'elles ont toutes la même analyse de ce texte? Et en particulier, j'ai une question, savoir si les églises évangéliques ont la même position et sont dans la même interrogation que vous sur ce texte. C'est tout. Merci Madame la rapporteure. Madame la rapporteure. Et pour terminer, toute la partie, notamment sur c'est le fait qu'on parle d'église évangélique qui me fait penser à ça. Est-ce que ça va modifier les choses pour vous? Bien, Monsieur le Président. Ou monsieur. Oui, d'abord, je voulais remercier l'intervention précédente sur la difficulté rencontrée dans l'éducation nationale sur ces sujets qui sont très larges et qu'évidemment un projet de loi comme celui-ci ne va pas régler. Mais voilà, cette insistance sur la particularité, au fond, de ce métier d'enseignement qui a des enjeux majeurs, je la salue, cette insistance, et je vous remercie de l'avoir noté aujourd'hui. Nous ne réglerons pas la question, évidemment, ce matin. Pour ce qui concerne la question des alors la Fédération protestante de France rassemble, j'allais dire, une brassée d'églises. Vous voyez, j'évoquais tout à l'heure l'Armée du Salut, les pentecôtistes, les adventistes, les baptistes, les évangéliques, etc. Enfin, voilà. Donc on est vraiment une famille recomposée, sans cesse en recomposition. Et donc les évangéliques qui font partie de la fédération, et même ceux qui n'en font pas partie, sont évidemment sur ce plaidoyer. Comme nous en avons parlé, ça a été partagé, ça a été discuté. Donc ce texte a circulé, évidemment. Et il a été préparé de concert par les représentants de la fédération. Pour ce qui concerne les dom-tom, là, je préfère laisser la parole à monsieur. Oui, pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, il était tout à fait compréhensible que l'on s'efforce d'essayer d'harmoniser un peu les dispositions. Donc l'idée, là encore, ce n'est pas l'idée qui pose problème. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a quand même 2 départements en France où nous rencontrons de réelles difficultés, c'est la Guyane et Mayotte. D'ailleurs, j'avais déjà eu l'honneur d'être entendu par la commission des lois au moment de la départementalisation de Mayotte. Nous rencontrons des difficultés parce que dans ces 2 départements, la loi de 1905 ou le décret de 1911, peu importe, ne s'applique pas. Et il s'applique ce qu'on appelle les conseils d'administration de 1939. Il se trouve que ces dispositions ne sont appliquées qu'au culte, qu'à un seul culte, le culte catholique, pour être bref. Et que depuis plusieurs années, les protestants qui habitent sur place demandent au préfet de aussi reconnaître des conseils d'administration protestants et que les dossiers se perdent.
Je dis se perdre parce que c'est la seule réponse qu'on a. Le dossier s'est perdu, refaites-le. Ils le refont et ça se repère de nouveau. D'où mon insistance tout à l'heure sur les dossiers inutiles, parce qu'on pourrait vous en donner de nombreux exemples. Et nous ne comprenons pas que cette question, qui est une question réelle, ne soit pas traitée, puisque la loi, elle applique la loi de 1905 dans les départements où il y a un décret d'application de la dite loi, mais qu'elle ne règle pas du tout la question des départements où il n'existe pas. Donc, il y a là, si je prenais une expression qui devient courante, un trou dans la raquette qui nous interroge. Pourquoi cette question n'est pas traitée, alors que c'est une vraie question? Merci. Je crois que nous arrivons au terme de cette audition. Au nom de la Commission des lois, Monsieur le Président, Monsieur, nous vous remercions. Et donc, nous allons continuer, naturellement. Il n'est pas incertain que nous n'ayons pas à revenir vers vous pour des formes de questionnement ou de consultation, puisque nous avons quand même jusqu'au mois de